Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle chronique de Morissette. J'accueille aujourd'hui Sylvain Forge, notre expert en cybercriminalité locale. Je rappelle que tu as eu le prix Quai des Orfèvres 2018, le prix Cognac du meilleur roman francophone 2020 et le prix du roman Cyberagora 41 2021. Donc je tenais déjà à te féliciter pour tous ces prix. Et donc je t'accueille aujourd'hui pour que tu nous parles de ton dernier roman qui s'appelle Sarah, qui est paru chez Fayard Noir. Voilà, je le montre. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui est Sarah, en fait, le personnage de ton roman, dont tu as situé d'ailleurs le centre névralgique au 20e niveau de la Tour de Bretagne, qui se trouve juste derrière nous. Oui, exactement. Alors, contrairement aux apparences, Sarah, ça n'est pas un être humain. C'est un programme de télésurveillance. C'est un acronyme, Samuel, Raphaël, qui sont en fait les deux prénoms, le début des deux prénoms des enfants du maire de Nantes, Guillaume de Villeneuve, le nouveau maire de Nantes. Un homme assez étrange, un peu inquiétant, mais aussi pétri de bonnes intentions, qui vient d'être élu à la tête de la ville de Nantes, un populiste, et qui mise tout son programme sur la lutte contre la délinquance à Nantes, à travers notamment ce programme Sarah, qui est un programme qui utilise des caméras intelligentes, c'est-à-dire dopées à l'intelligence artificielle, et qui sont capables de reconnaître des visages et d'anticiper des actes criminels dans la rue. En quoi Nantes a été ta principale source d'inspiration pour écrire ce roman ? C'est le 4e roman que je mets dans la ville de Nantes avec mon personnage récurrent qui est Isabelle Maillet, une femme commandant de police qui dirige la brigade criminelle donc, de Nantes. J'ai toujours trouvé, depuis que je suis arrivé dans cette ville, je suis auvergnat d'origine, mais j'habite Nantes depuis une douzaine d'années, j'ai toujours trouvé que cette ville avait quelque chose à voir avec le polar. Il s'y passe souvent des faits divers assez impressionnants qui interpellent le pays tout entier. Je pense à l'affaire du pont de Ligonnès, l'affaire Laetitia, cette malheureuse adolescente qui a été découpée en morceaux dans le pays de Ré, à l'affaire Roidec aussi, encore toute une famille décimée sur fond de découverte de lingots d'or, etc., etc. Il y a donc des faits divers. C'est une ville aussi où il y a une sorte avec tous ces attraits, qui a aussi une forme de violence de rue qui est assez étonnante. Depuis les grands mouvements sociaux des années 50, il y a un syndicalisme anarchiste qui s'est développé et qui fait qu'aujourd'hui, cette ville est à la pointe de la contestation, à la pointe de toutes les luttes. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a eu pas mal de manifs qui ont dégénéré pendant l'opposition à Notre-Dame-des-Landes, lors des lois travail, El Khomri, etc. Et depuis, il y a un habitus culturel de voir des gens descendre dans la rue, cagouler et parfois casser du mobilier urbain. Tout ça crée une sorte de tension un peu permanente dans cette ville qui, pour moi, en fait une scène de polar privilégiée. Tu compares d'ailleurs Nantes à Chicago. C'est ton impression depuis que tu es à Nantes. Ça fait 12 ans que tu es à Nantes, c'est ça ? D'abord, Chicago est devenue une ville beaucoup plus sûre qu'elle l'était dans les années 20. Il n'y a plus Al Capone, etc. Et puis ça, c'est les mots que prête le nouveau directeur de la police judiciaire de Nantes dans le roman, qui dit « Mais bon sang, cette ville, c'est Chicago ». Et de citer des chiffres assez étonnants, qu'il y a quelques années, il y avait presque autant de règlements de compte par arme à feu à Nantes qu'à Marseille. Et alors voilà, non, je ne pense pas du tout que Nantes est comme Chicago, entre guillemets. C'est juste une ville qui a connu un rattrapage en termes de délinquance par rapport à d'autres métropoles qui étaient un peu, entre guillemets, en avance par rapport à elle en termes de faits délinquants constatés. Et c'est assez difficile à vivre pour les Nantais qui, il y a quelques années, avait connu une sorte de douceur de vivre qui aujourd'hui semble s'être un peu estompée. Un auteur écrit un roman, il a toujours un message à faire passer. Quel est le message que toi, tu as souhaité faire passer dans ton roman ? Disons que c'est vrai que dans chacun de mes romans, je m'empare d'un sujet. Alors dans Sarah, c'est la question des caméras de télésurveillance, ces technologies qui viennent en fait de Chine, pour ne pas les citer, et qui sont en train de se développer à bas bruit dans le paysage urbain français, des caméras qui sont parfois offertes à certaines collectivités gratuitement, en échange d'une activité de lobbying de bonne aloi. Et du coup, ça interpelle sur finalement le sujet du livre, c'est est-ce qu'on est prêt à renoncer à de la liberté pour plus de sécurité ? Est-ce que c'est vrai, comme le disait un candidat aux élections présidentielles il y a quelques années, que la sécurité, c'est la première des libertés ? Et en fait, je ne prends pas position dans le roman, c'est-à-dire que je donne la parole à tous les protagonistes à travers une enquête policière qui a qui suit les codes d'un thriller avec des chapitres courts, des coups de théâtre, des rebondissements. Mais enfin, chacun s'exprime, le maire, la population. Certains sont farouchement opposés au système, d'autres y voient beaucoup d'avantages. C'est vrai que Sarah peut retrouver un enfant
en quelques minutes perdus dans une foule. Tous les parents qui ont des enfants et qui ont pendant quelques instants perdu leurs enfants dans des grandes surfaces savent cette espèce de peur viscérale qui vous prend le foie quand vous ne voyez plus votre enfant dans une foule. C'est une peur instantanée. Et ben, on aurait un système là qui pourrait régler ce genre de problème. Qui n'a pas des parents dans le grand âge, parfois atteints d'Alzheimer, qui quittent leur maison et qu'on cherche après frénétiquement dans la rue en faisant appel à la police. Bah là, Sarah, pour les retrouver tout de suite, elle pourrait retrouver un chat égaré, elle pourrait retrouver toutes sortes de choses. Et à côté de ça, vous avez des opposants, toute une jeunesse qui défile dans les rues de Nantes, qui était habituée à défiler pour d'autres causes et qui là s'inquiète de voir cette technologie en fait qui est dans les mains de grandes firmes multinationales, souvent dirigées par des actionnaires assez âgés. Et donc il y a une sorte d'opposition. Je trouvais piquant d'utiliser le cadre de Nantes, ville rebelle, pour tester ce type de technologie qui semble vraiment se développer de plus en plus. Tu as ancré ton roman en fait dans un futur proche. Pourquoi dans un futur proche et pas en 2022 ou en 2023 ? D'abord, c'est vrai que la réalité, l'actualité rattrape de plus en plus la fiction et la projection dans le futur. On a tous connu le confinement avec le Covid, la Covid. On a connu donc le développement remarquable des drones, des robots mécaniques. Il y a des robots, des machines, des chiens robots qui surveillent la température des populations dans les lieux publics en Asie. On a maintenant tous plus ou moins une application dans notre smartphone qui nous renseigne sur nos déplacements et notre contamination ou pas dans les lieux publics. Il faut bien comprendre qu'une situation de crise sanitaire, mais pas que, c'est toujours une opportunité pour que la technologie se développe. Alors en rendant parfois de grands services, mais aussi quand même en installant l'habitude d'être un peu tracé, surveillé en permanence. Et donc j'ai voulu, souvent dans mes romans, je me projette à 5 ou 10 ans. Voilà. Dans Sauvelas, où je parle de l'empire des chabots, ces robots conversationnels qui équipent nos téléphones et qui peuvent agiter comme ça les données qu'on a laissées sur les réseaux sociaux après notre mort. J'avais rencontré une société à Paris qui me disait que j'avais 5 ans d'avance sur la techno. Là, par rapport à Sarah, je le dis très tranquillement, je vais dire en fait toutes ces technologies existent complètement. Simplement, en France, la CNIL, et c'est une bonne chose, je pense, interdit d'utiliser la reconnaissance faciale à la volée, c'est-à-dire en permanence dans la rue, sans raison particulière. On ne peut faire de la reconnaissance faciale que dans des endroits bien précis, pour un objectif bien particulier. Exemple, se faire reconnaître le visage avant de rentrer dans un endroit protégé, une banque ou un lycée, etc. Or, donc, j'ai juste imaginé que cette technologie était utilisée massivement dans l'espace urbain. Mais la technologie existe, elle est là, et comme le montrent les annexes à la fin du roman, je m'inspire de faits tout à fait réels. En tant que femme, j'ai été très touchée par le personnage d'Isabelle Maillet. Finalement, au milieu de tous ces protagonistes qui, à double casquette, un petit peu pourris, on pourrait dire que c'est elle qui ramène un petit peu d'humanité dans ton roman. Moi, je pense qu'un beau personnage de roman, c'est un personnage qui est toujours un peu ambivalent. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vraie vie, d'abord, personne ne s'estime être méchant, par exemple. Je suis bien persuadé que Adolf Hitler, lorsqu'il se regardait, ou Poutine, lorsqu'il se regarde dans la glace le matin, il ne se dit pas « Toi, mon mec, t'es un beau salaud, bravo, continue comme ça ». Tout le monde est convaincu de faire le mieux possible, d'avoir ses raisons. Donc, en dramaturgie, lorsqu'on écrit un récit, il faut toujours que le personnage ait un mobile qui est justifié par son passé, par ses propres failles, par son ego, etc. Et c'est vrai que le personnage d'Isabelle, elle est aussi un peu ambivalente. Elle est positive dans le sens que c'est un flic qui essaie de faire son travail, alors que dans la rue, les gens défilent tous les samedis en disant « tout le monde déteste la police à Nantes », ce qui est bien sûr tout à fait excessif, mais des gens le chantent régulièrement. Et au-dessus d'elle, la hiérarchie, ou du moins les politiques, semblent prêter une oreille très attentive à ces technologies qui pourraient effectivement résoudre peut-être de façon définitive tout un aspect de la violence de rue. Pourquoi pas à Nantes. Donc elle est prise comme ça entre le marteau et l'enclume. C'est une jeune maman qui a voulu pendant des années avoir un enfant, qui a eu des mauvaises pioches, qui est toujours tombée sur des hommes qui n'assumaient pas, et qui maintenant a trouvé un gentil mari, si je puis dire, sans être cynique, mais qui découvre que voilà, être maman à un certain âge, c'est beaucoup de fatigue, et c'est pas tout à fait ce qu'elle avait cru ou rêvé, et donc elle a des difficultés relationnelles avec son enfant, c'est des choses qui arrivent aussi, et donc du coup elle est comme ça prise dans une ambivalence, elle n'a pas envie de ressembler à sa mère, qui était une femme très dure, très cassante, et parfois lorsqu'elle épuisée par ses journées de travail, elle crie sur sa fille exaspérée, elle a l'impression d'entendre la voix de sa mère, et ça la terrifie. Donc elle est à la fois prise dans une enquête très dangereuse et aussi dans les affres d'une jeune maman qui découvre que la maternité, c'est une aventure, quoi.
voudrais terminer cette interview par le préambule de ton roman, cette phrase voilà, qui m'a interpellée aussi parce que le sujet m'intéresse et que je suis toujours un petit peu cette affaire. Tu écris: si Sarah était déployée à grande échelle, nous aurions retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès depuis longtemps. C'est absolument évident. D'ailleurs, on a vu que les caméras ont joué un rôle important pour suivre à la trace ce monsieur jusque dans le sud de la France, hein, jusqu'à ce qu'on perde sa trace. Mais c'est vrai que si le dispositif de Sarah était implanté dans la plupart des grandes villes, eh bien, il suffisait de mettre sa photo dans la base dans le réseau et on aurait pu, comme ça, en temps réel, savoir où est-ce qu'il était. Voilà. On n'avait pas besoin d'interroger des bases de données dans des endroits très spécifiques, comme devant des distributeurs de billets ou dans certains hôtels. On pouvait, comme ça, s'il avait traversé s'il était rentré dans une gare, s'il avait traversé des grands boulevards, dans des grandes métropoles équipées par ce dispositif-là, on aurait sans doute probablement pu le retrouver. Les tests qui ont été faits en Chine, notamment, pour retrouver un journaliste britannique qui avait fait le test. Le journaliste britannique avait donné sa photo à la police chinoise dans une grande métropole, je ne sais plus si c'était Shanghai ou une autre, peu importe. Et du coup, il avait quitté la gare et il avait dit essayez de me retrouver dès que possible. Et donc, il s'était immergé dans la foule. Et le dispositif de télésurveillance à reconnaissance faciale, la Sarah chinoise, l'avait retrouvé en 7 minutes. Voilà. Donc c'est vraiment assez impressionnant, d'efficacité et aussi redoutable pour les libertés également. Sylvain, je te remercie beaucoup. Est-ce que alors je sais que tu as eu des séances de dédicaces les semaines précédentes. Est-ce qu'on peut te retrouver sur Nantes pour les gens qui souhaitent te rencontrer? Je vais participer à un salon du livre près d'Ancenis qui s'appelle les Confluences, qui est organisé par l'association Mobilis, l'association des métiers du livre des Pays de la Loire, où je serai notamment présent. Je serai au Salon du livre de Paris le 24 avril, et puis au Salon du livre de Vannes, qui aura lieu dans quelques semaines. Et puis voilà, puis ça va continuer après, cet été, sans doute du côté de Pornic. Il y aura 22 V'là le Polar, je crois. Jean-Marc Bosch, c'est prévu au mois d'août également.